Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce vendredi 27 janvier, à Mirval, dans le Gard, l'UMP se met en ordre de bataille pour la campagne présidentielle, tous derrière leur candidat non déclaré. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. À Mirval, parents et professeurs ont occupé aujourd'hui l'école maternelle. Ils protestent contre la fermeture annoncée d'une classe. Et puis l'Open Sud de France débute lundi à Montpellier. Hier, des sportifs montpelliérains ont testé les cours de tennis de l'Arena. Et pour finir, je vous propose un aperçu du festival de la biographie qui se tient jusqu'à dimanche soir à Nîmes. Et cette année, le festival porte sur l'engagement. La 9 passe à 90 km/h. L'annonce date du 30 septembre dernier et aujourd'hui, le calendrier est connu. Dès le mois de juin, la vitesse sur l'autoroute A9 sera limitée à 90 km/h entre Saint-Jean-de-Védas et Vendargues au lieu de 110 actuellement. Une mesure de sécurité routière qui ne s'appliquera qu'aux heures de pointe, c'est-à-dire 7h, 9h le matin et de 17h à 19h le soir. Une première étape avant le doublement de l'autoroute prévu sur cette portion. Hier soir, à Nîmes, les ténors locaux de l'UMP étaient réunis à l'occasion des vœux du parti. Parmi les 900 convives, l'ex-ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, l'occasion de lancer officiellement la campagne en vue de l'élection présidentielle. Dans le Gard, tous ont donc endossé leur costume de militants pour soutenir Nicolas Sarkozy, même si leur candidat désigné tarde à se déclarer. Franck Chassagnon et Père Paul Castelli. C'est dans la salle polyvalente de Marguerite, pleine à craquer, que la famille de l'UMP du Gard s'est réunie hier soir. Une soirée des vœux du parti avec comme invité de marque l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. L'ami fidèle de Nicolas Sarkozy a voulu rassurer les militants. N'en doutez pas une seule seconde. Il y a toujours chez Nicolas Sarkozy cette envie, cette passion, cette volonté d'agir, cette persévérance et surtout ce sens du devoir. Même si pour l'instant Nicolas Sarkozy ne s'est toujours pas porté candidat à sa propre succession, le parti est prêt à faire bloc derrière lui. Ce département est en campagne ce soir, aujourd'hui, et qu'il est normal que le président travaille sur ses dossiers et nous, militants, on travaille à sa campagne. C'est le but de cette réunion ce soir. Autour de lui, nous sommes extrêmement mobilisés, non pas par amitié, même pas par affection, mais parce que nous pensons que dans la crise financière extrêmement grave que notre pays connaît, la plus grave depuis 1945, voire même depuis 1929, eh bien, nous avons besoin d'un capitaine qui est à la fois de l'expérience, de la cohérence et de la persévérance. Et ce sont des qualités qui sont très peu partagées. La campagne sera dure. Dans les sondages, Nicolas Sarkozy est en perte de vitesse par rapport à son principal adversaire, François Hollande. L'UMP gardois est aujourd'hui dans les starting blocks pour tenter d'inverser la tendance. Et pour mobiliser encore et encore, d'autres têtes d'affiche du parti sont d'ores et déjà annoncées. Éric Ciotti sera dans le Gard dans quelques jours pour parler de sécurité. Alain Juppé fera le déplacement à Nîmes le 27 mars. L'UMP qui investit ses candidats aux élections législatives. Ce week-end, dans le Gard, le député européen Franck Proust devrait être investi sur la toute nouvelle 6e circonscription. Les élus sortants se représenteront sans doute chez eux, mis à part Jean-Marc Roubaud, député de la 3e circonscription du Gard, qui hésite à repartir. Et du coup, cette circonscription ne devrait pas être attribuée ce week-end. Le bilan 2011 de la sécurité était dressé cet après-midi à la préfecture du Gard. Premier constat, une délinquance générale en baisse en 2011, avec près de 600 faits de moins que l'année précédente. En revanche, des points noirs subsistent, comme les cambriolages de plus en plus nombreux. L'an dernier, 6678 vols avec effraction ont été constatés, soit 6,8% de plus qu'en 2010. Deuxième jour de grève aujourd'hui sur la plateforme courrier de Saint-Jean-de-Védas. Une trentaine de salariés ont à nouveau manifesté pour leur collègue Philippe. En contrat à durée déterminée depuis 2 ans, ce collecteur de courrier a appris la semaine dernière la suppression du CDI à temps partiel qui lui aurait été promis. On écoute les deux parties, le syndicat et la direction, au micro de Jean Brun.
Il semble qu'ils aient fait marche arrière. Alors quelle est la raison, on ne sait pas. S'il y a bien un CDI, on ne comprend pas pourquoi ne pas faire signer quelqu'un qui depuis 2 ans est au sein de l'entreprise et a fait le nécessaire et est propre dans son travail. Pourquoi aujourd'hui cette personne n'a pas signé son contrat à durée indéterminée? Quand une entreprise décide d'offrir un contrat à durée déterminée, bien entendu, elle le fait selon une procédure de recrutement officielle, via donc des jurys d'entretien qui ont pour objectif, bien entendu, de recruter, bien sûr, la personne la plus compétente dans une juste équité, de façon à rendre, bien entendu, le meilleur service possible à nos clients. Un mouvement de grève qui perturbe depuis hier la collecte du courrier sur une grande partie du département. Ce matin, à Mirval, parents d'élèves et professeurs de l'école maternelle sont passés à l'action. La semaine dernière, ils ont appris par l'inspection académique qu'un poste d'enseignant devait être supprimé dans l'établissement dès la rentrée prochaine. Ils ont donc décidé d'occuper l'école. Olivier Brachard. L'école de Mirval est occupée par les parents d'élèves en colère. Le bureau du directeur occupé, la rue devant l'école bloquée. Les parents d'élèves de la maternelle de Mirval ont utilisé les grands moyens ce matin. Des parents outrés par la fermeture d'une des 5 classes de cette école bilingue. Ici, on a un cursus bilingue occitan. Donc on a 5 classes, 2 bilingues occitans et 3 monolingues. Et le cursus bilingue occitan est à part, on ne peut pas y toucher. Donc la classe qui va être supprimée sera répartie sur les 2 autres classes monolingues. Donc on va passer à 36 élèves par classe. Cette fermeture de classe intervient alors même que des travaux viennent d'être réalisés pour mieux accueillir les 119 élèves que compte l'école. Ça fait quelques années qu'on a une classe qui était dans le préfabriqué qui est derrière et on a demandé auprès de la mairie qu'ils fasse un effort pour essayer de mettre cette classe dans des conditions un peu plus confortables et de ramener la classe dans le bâtiment principal avec une construction en dur. Ce qui a été fait là depuis le mois de juin, les travaux ont commencé au mois de juin, ils ont été terminés à la Toussaint, on a à peine emménagé dans cette classe et voilà, elle risque d'être vide l'année prochaine. En fin d'après-midi, les parents d'élèves ont reçu des personnalités politiques sur place pour les alerter du problème. Et dans l'Hérault, d'autres parents d'élèves se sont mobilisés aujourd'hui contre la fermeture annoncée de classes à la Salvetat-sur-Agou et à Saint-Bresse notamment. Une journée de grève nationale est prévue mardi 31 janvier. À Montpellier, tôt hier matin, 16 personnes ont été évacuées d'un squat. Marginaux ou travailleurs pauvres, ils avaient trouvé refuge depuis près de 5 mois rue du Père Fabre, quartier Figrol. Une vingtaine de policiers du groupe d'intervention de la police nationale ont procédé à l'expulsion dans le calme. Une évacuation décidée par le tribunal d'instance malgré la trêve hivernale à la demande de la SERM. La société d'équipement de la région Montpellier-Rennes a acquis l'immeuble pour y créer 2 logements sociaux. À Alès, un jeune entrepreneur appelle à la solidarité. Il y a quelques années, cet ancien gendarme s'est installé dans le Gard pour se rapprocher de sa famille. Il a créé une entreprise de vente et livraison de produits fermiers, essentiellement de la viande. Une société durement frappée par la crise, mais aussi par les intempéries du mois de novembre. Alain Belon l'a rencontré. Regardez. Il y a 2 ans, Guillaume Brachot décide d'installer son entreprise de négoce à viande près d'Alès, à Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. Très vite, son carnet d'adresses se remplit et ses clients sont au rendez-vous. Mais dès août 2011, les ennuis commencent. On a enchaîné sur des pannes successives de véhicules frigorifiques, donc on voit derrière moi et qui sont des pannes relativement coûteuses. Ensuite, un premier événement climatique début septembre et ensuite la tornade qu'on a connue sur Anduze début novembre, donc qui n'a pas endommagé mes entrepôts, mais qui au niveau électrique, on va dire, ont mis à mal entièrement les installations frigorifiques. Donc là, avec toute la marchandise à jeter, donc, et les 2 semaines consécutives qui ont suivi de ne pas pouvoir travailler. Donc on estime la perte à quasiment 50 000 €. Les assurances qui ne réagissent pas, étant donné que la commune n'a pas été classée en catastrophe naturelle, on n'est pas remboursé de la même façon que si la commune avait été classée en catastrophe naturelle par le préfet. Les banques ne le suivent pas et les dossiers d'aide sont toujours en cours d'étude. Ils ne s'avouent pas vaincus et trouvent des idées. Ils lancent en premier temps un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux. Très touchant de voir qu'autant de gens répondent au présent et avec toujours des courriers de soutien, des courriers qui accompagnent, qui encouragent à continuer et aller dans ce sens-là. C'est pas facile de lancer un appel à la solidarité comme ça, donc de s'exposer, d'exposer les problèmes, on va dire, au grand jour. Donc voilà, on met sa fierté de côté pour pouvoir relancer l'entreprise, pour pouvoir maintenir les emplois et pour pouvoir repartir sur des bases saines et nouvelles. 5 emplois sont concernés, celui de Guillaume Brachot et 4 autres indirects. Et à ce jour, 350 personnes ont déjà répondu à cet appel solidaire.
Et on ouvre à présent une page de sport avec du tennis. Tout d'abord, l'Open Sud de France débute lundi à l'Arena de Montpellier. Et hier, en avant-première, ce sont deux sportifs peu habitués au court qui ont frappé les premières balles. Le rugbyman Julien Thomas et Olivier Giroud, le footballeur. Ils ont délaissé leur ballon pour la petite balle jaune, le temps d'un échange avant de laisser la place aux tennismen professionnels. Ça sera dès lundi. 28 joueurs s'affronteront donc sur les courts couverts de l'Arena. Et le directeur espère bien voir un Français en haut du podium. On l'écoute au micro de Johan Offray. J'espère qu'il y aura un Français au bout. La première année, on a été gâtés avec la victoire de Gaël Monfils qui avait battu Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale. Je pense que pour la plupart, ils ont tous très bien joué. Ceux que nous avons ici ont bien joué au championnat d'Australie. Il y en avait 3 en 8e. Monfils, Feliciano Lopez, Gasquet. Il y avait Berdych en quart de finale. Kohlschreiber a très bien joué. Nieminen avait gagné le tournoi de Sydney. Donc on a un plateau de joueurs en forme. Et on attend à présent le tirage au sort des oppositions. C'est prévu pour dimanche. 4 joueurs sont exemptés du premier tour. Thomas Berdych, Gaël Monfils, Gilles Simon et Richard Gasquet. Julien Thomas, lui, a vite retrouvé le chemin du terrain d'entraînement de rugby. Le MHR reçoit le Stade français ce soir à Yves-du-Manoir. Et pour réussir à battre les Parisiens et rester dans la course pour les phases finales, les coachs montpelliérains ont même déplacé les horaires d'entraînement depuis 2 semaines. Plutôt qu'en fin de matinée, les joueurs sont sur le terrain en fin d'après-midi et même le soir, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour être parfaitement préparés aux conditions qui les attendront ce soir. Coup d'envoi à 20h45. Le MHR qui devra se passer de François Trinduc, sélectionné par Philippe Saint-André pour le premier match du tournoi Destination. Ce sera le 4 février contre l'Italie. Lycéens et jeunes étudiants, si vous cherchez votre voie ou si vous voulez savoir comment concrétiser votre projet professionnel, il est encore temps de vous rendre au salon de l'enseignement professionnel. L'enseignement supérieur, universités, grandes écoles et institutions privées sont à la disposition des jeunes et notamment des futurs journalistes. Une voie qui séduit de plus en plus, même si le métier a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Écoutez. Il y a des emplois qui changent, c'est-à-dire qu'être journaliste aujourd'hui, c'est plus simplement faire de la presse écrite, de la radio, de la télé. On demande aux journalistes d'être beaucoup plus polyvalents, donc de pouvoir écrire un papier, en même temps poster une vidéo sur un site internet ou envoyer une photo pour illustrer leurs propos. Donc il y a des perspectives d'emploi qui sont assez réduites. Le métier est difficile, pas forcément bien payé en région, mais il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a aucune opportunité. Un jeune qui souhaite devenir journaliste, je veux dire, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son idée. S'il est motivé, s'il a un peu de talent, s'il est travailleur, au final, il y réussira. Voilà, et c'est valable pour toutes les carrières professionnelles, bien évidemment. Le salon de l'enseignement supérieur qui se termine demain soir au Quorum de Montpellier. À Nîmes, le salon de la biographie a débuté aujourd'hui, une édition consacrée à l'engagement et qui fait la part belle, année électorale oblige, aux biographies politiques. Pendant 3 jours, plus de 30 000 visiteurs sont attendus au Carré d'Art de Nîmes et ce sont souvent des lecteurs très avertis. Nicolas Pinchino. C'est parti pour un week-end marathon pour le Festival de la biographie à Nîmes dans l'enceinte de la médiathèque Carré d'Art. Un rendez-vous apprécié par les auteurs, le public nîmois étant un public de connaisseurs. Je cherchais plusieurs auteurs en particulier. Je cherchais Jean-Christian Petit-Fils et je cherchais Paul d'Arvor. Donc je regardais le plan pour savoir un peu où il se situait. Voilà. Vous venez chaque année à ce festival de biographie ? Chaque année, voilà. Parfois 2 fois. Oui, ça m'intéresse parce que je lis beaucoup. Donc ça m'intéresse. Il y a d'autres livres, d'ailleurs je vous ai cité 2 auteurs, mais il y en a d'autres qui m'intéressent. On trouve toujours quelque chose. Ah oui, tout le temps. Certes, quelques têtes d'affiche sortent du lot. La présence de PPDA était attendue, mais l'ensemble du plateau est alléchant. Laure Adler, Marie Calter, Jean-François Kahn, Jean-Louis Debré, Christian Estrosi, en tout plus d'une centaine d'auteurs et de personnalités seront réunis tous les week-ends pour échanger avec les lecteurs. À un moment où on parle beaucoup de désaffection à cause d'Internet envers la lecture, on sent qu'au contraire les gens recherchent les biographies parce qu'ils ont une envie de s'identifier à des personnages historiques ou de mieux connaître tel ou tel aspect de la personnalité. Pendant cette première journée de vendredi, lecteurs et auteurs ont profité d'une affluence moindre pour livrer de vrais échanges. Il faudra se montrer plus patient samedi et dimanche. Le festival de la bio devrait connaître une participation autrement plus chargée.
Et TV Sud est présent tout ce week-end sur le salon de la biographie. Vous pourrez retrouver très prochainement les entretiens menés à cette occasion sur votre chaîne locale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce week-end, retrouvez toute l'actu de la semaine dans l'hebdo. Retour du JT lundi dès 12h30 sur TV Sud. Passez un excellent week-end.